Bienvenue dans cet atelier Lancer son entreprise créative. Alors, on va voir ensemble plein de choses. Vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez accès au PDF, à cette vidéo, un petit glossaire, des quiz, etc. Allez, on se lance. Alors, au programme, on va regarder ensemble toute la phase de réflexion. Est-ce que ce projet est fait pour moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Comment je vais pouvoir m'organiser? Et puis ensuite, une fois qu'on a dit: «Allez go, c'est bon, je me lance», et ben, on va regarder ensemble comment créer l'entreprise concrètement, juridiquement parlant, comment on va s'organiser pour vendre et comment je vais me rendre visible, qui est généralement un petit peu, là où tout se joue et que les difficultés commencent. Enfin, généralement, les difficultés peuvent commencer avant, en tout cas, les doutes, les questionnements et cetera. C'est assez challengeant comme projet, mais c'est hyper intéressant. Et puis on passera à la, phase de conclusion et un petit plan d'action. Alors, on démarre. Qu'est-ce qu'on va, devoir se poser, comme question, pour, prendre cette décision? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? J'ai un peu résumé ça avec, des questions sur lesquelles on pourrait, colorier un petit niveau de confiance. Est-ce que mes créations plaisent? J'ai envie de dire que c'est un peu le b.a-ba. Finalement, en dehors de mon cercle proche, est-ce que, les gens me disent: «Ah mais c'est trop beau, je veux t'en acheter un». Voilà. Par exemple, ça, c'est un super signal. Je dis en dehors de nos proches parce qu'évidemment, ce sont généralement, nos premiers supporters, les personnes qui nous soutiennent, qui vont nous montrer, leur, voilà, leur soutien au quotidien et donc forcément, c'est un petit peu biaisé, mais c'est quand même, intéressant quand même de faire attention à ces signaux-là. Est-ce que je réponds à un besoin? C'est aussi un peu la base parce que évidemment, ça sera toujours plus facile de vendre quelque chose dont on a besoin, qui est utile. Vous voyez la pyramide de Maslow, hein, généralement, c'est quelque chose qu'on a appris, je crois au collège. Pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires, se vêtir, se loger, boire, manger, être en sécurité. Après les besoins secondaires, se divertir, et cetera et puis, les besoins, les plus hauts sur la pyramide, c'est des choses dont on n'a pas vraiment besoin, qui sont plus, sentiment d'appartenance et cetera. Je reparle de la pyramide de Maslow parce qu'en fait, évidemment, hem, c'est, c'est un bon point de départ pour se poser la question de cette utilité et du besoin auquel on va répondre. Normalement, on, crée une entreprise parce qu'il y a un besoin qui doit être comblé, pour un certain type de clients. Et donc on va se dire: «Ah tiens, il manque ce truc, donc je c'est moi qui vais l'apporter au monde et je vais le proposer». Alors évidemment, des fois, le besoin il est pas, très prégnant, heu, enfin voilà, il est pas, il peut être un peu diffus et cetera. Donc si, enfin, plus je vends quelque chose d'utile, plus j'ai des chances, qu'il soit «facile à vendre» entre gros guillemets. Est-ce que c'est réellement une passion? Bah ça, c'est aussi, un sujet. Est-ce que, vraiment vous allez pouvoir passer des heures à, créer et je dirais créer cette entreprise et la gérer? Parce que l'entrepreneuriat créatif, c'est pas, 80 de votre temps à créer, à voilà, j'allais dire à vous amuser parce qu'évidemment, il y a cette dimension-là, quelque chose qu'on adore, qu'on voilà, pour lequel on pourrait ne pas être payé. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est plutôt 20-30 de création et le reste, c'est du temps qu'on va devoir prendre pour communiquer, pour vendre, pour gérer notre entreprise. Parce qu'on est une vraie entreprise. Même si on choisit le statut de la micro-entreprise, donc on va reparler après, c'est quand même une vraie entreprise. Donc il faut, avoir un certain niveau de passion à voilà, enfin faire preuve d'un certain niveau de passion, pardon, parce qu'on va y passer beaucoup de temps sur cette entreprise et sur ce projet qu'on va monter. Est-ce que je suis prêt à apprendre? Ça me semble aussi une question très importante parce que, je dis pas qu'il faut que vous fassiez tout seul et cetera ou au contraire que vous déléguiez tout, mais forcément, il y a tout un tas de choses que vous ne connaissez pas aujourd'hui et donc ça va être des nouvelles compétences à acquérir.
C'est pas forcément des choses très complexes, très compliquées et ces compétences, elles s'apprennent, elles s'acquièrent. Le côté un peu motivation, le savoir-être, c'est souvent un petit peu plus difficile à acquérir. Ça veut pas dire que, il faut être motivé tout le temps parce que la réalité, elle est quand même différente. Il y a forcément des phases de bas, de haut et cetera et c'est un peu des cycles comme ça où on va être survolté, surexcité à certains moments, un peu down, à d'autres et cetera. Est-ce que je peux assurer mes arrières financièrement? Ça, évidemment, c'est aussi une question, basique, c'est-à-dire que, rarement on peut tout plaquer du jour au lendemain en disant: «Allez, c'est bon, je pose ma démission de mon travail actuel et je me lance». Parce que clairement cette activité d'entrepreneuriat créatif, elle se fait dans une grande majorité des cas dans un second temps, après avoir déjà fait une première carrière dans une autre activité, avec un métier que vous avez, sans doute appris à l'école. Là, c'est un changement, quand même important. Ce métier-là, vous allez peut-être pas l'apprendre de manière, très, académique, mais il y a plein de formations pour ça, dont la mienne, copilote. Hem Donc il va falloir quand même se dire: «Attention, je vais donc devoir apprendre des choses. Pendant cette période-là de temps où mon activité, va devoir se lancer, est-ce que je peux, vivre sans compter sur un revenu?» Oui, non. Si c'est non, et ben ça veut dire qu'il va falloir quand même faire les 2 en parallèle et ça, c'est la majeure partie, des personnes qui sont, dans ce domaine d'activité aujourd'hui. Les personnes qui se sont, lancées cash du jour au lendemain, qui ont tout plaqué, franchement, moi, j'en connais qu'une. Ouais, je je connais pas beaucoup et souvent quand ça se fait du jour au lendemain, c'est qu'il y a eu un événement un peu traumatisant. Donc c'est pas ce que je vous recommanderais, d'avoir. Voilà. Ça peut être un burn-out ou des choses comme ça, qui sont pas cool. Donc tout ça, ça se prépare et là, bah, déjà vous vous posez les bonnes questions en regardant cette vidéo. Est-ce que je vais regretter de pas m'être lancée? Ça pour moi, c'est un peu, la question finale avec «Est-ce que c'est fait pour moi?» Parce que globalement, on peut avoir répondu un peu: «Bof, je sais pas trop» et cetera. Est-ce que je vais regretter de pas avoir essayé? Ça peut, voilà, un peu vous titiller, vous chagriner, un petit moment. Donc j'ai envie de dire, si vous vous dites: «OK, non mais franchement, je vais regretter. Si j'essaye pas, je vais regretter». Bon, bah, pour moi, ça balaye tout le reste et OK, on y va et on se donne les moyens, d'agir. Autre sujet, quand on se pose la question, «Qu'est-ce que je vais vendre?» Parce qu'il peut arriver que vous ayez, plusieurs passions créatives. Si c'est le cas, par exemple, bah, vous faites à la fois de la céramique, et de l'aquarelle ou, de la couture et du crochet, vous allez vous dire: «Bon, bah, je vais peut-être pas pouvoir tout proposer comme ça». Ce qui est certain, c'est qu'il pour moi, il faut trouver un fil rouge, une histoire, qui va lier, en fait, les créations les unes avec les autres. Ça peut être un thème, par exemple. Moi, personnellement, j'adore le thème, du Japon, donc toute cette, esthétique japonisante, ça me plaît et je vois parfaitement qu'on pourrait créer un univers autour de ça, avec des créations différentes et tout ça, après, c'est ce qu'il va falloir, raconter, donc partager votre histoire. Pourquoi à la fois vous faites ci et ça et quel est ce enfin voilà, comment les choses se relient entre elles et cetera. Tout ça, ça s'explique et ce qui permet aussi aux gens de comprendre, en fait. Ça peut aussi vous permettre, si vous avez plusieurs passions, bah, de toucher, des personnes différentes. Si par exemple, je vais sur un marché de créateurs et moi je couds, donc je vais sans doute pas trop acheter, des choses cousues parce que je vais me dire: «Ah bah je pourrais le faire moi-même». Ça veut pas dire que je le ferai, mais je pourrais le faire moi-même, donc je vais pas l'acheter. Par contre, si, sur le même stand, il y a des petites créations au crochet, moi je ne sais pas crocheter et je pense que j'y arriverai jamais. Et ben, forcément, je vais me dire: «Ah, tiens là, je vais peut-être, regarder de plus près, les créations, j'ai peut-être un cadeau à faire», et cetera. Tout ça, c'est à condition aussi que l'offre soit lisible. Donc, une offre lisible, c'est encore une fois de la cohérence dont on va avoir besoin, que les choses soient bien, claires, dans notre offre.
Je vais parler du marché de créateurs. Évidemment, c'est encore plus symptomatique sur le marché de créateurs parce que là, on voit votre stand au milieu d'autres stands et donc il va falloir, assez rapidement capter le regard, par certaines choses et voilà, proposer une offre qui fait sens, qui a une certaine unité. Hem Je ferme la parenthèse des marchés de créateurs. J'ai une ressource gratuite, avec une vidéo, une checklist et cetera sur préparer son premier stand. Donc vous pouvez aller regarder, ça se passe sur Copilot aussi. Alors, utile ou décoratif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est utile est forcément plus facile à vendre. Si je vends, par exemple, un mug, un vase et cetera, ça va être plus facile à vendre ou des éponges lavables, des lingettes, et cetera. Ça va être plus facile à vendre qu'une œuvre d'art. Le prix aussi ne sera pas le même. Donc voilà, il y a un marché pour chacun, il y a des clients pour chacun. Ça veut pas dire que je dis, voilà, ce qui est utile est plus facile à vendre. Ça veut pas dire qu'il faut pas, faire des choses plus artistiques, qui vont, vraiment, être le cœur de votre projet, créatif, artistique. C'est simplement que là, on est dans un autre domaine d'activité et ça sera enfin voilà, tout ce qui est moins utile et moins évident. Après, là où vous pourrez jouer, c'est sur la dimension cadeau, soit un auto-cadeau, parce qu'une œuvre d'art, je pense qu'on se l'offre aussi, avant tout, parce que, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, donc c'est peut-être moins, facile d'offrir une œuvre d'art, un beau tableau, une belle sculpture et cetera. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de l'art doit aussi toucher la corde sensible et émouvoir. Forcément, il faut aller sur ce terrain de l'émotion et là, le côté, j'allais dire storytelling, mais c'est pas tellement un terme que j'apprécie. Je trouve qu'il a été hyper, galvaudé et tout, mais c'est l'histoire que vous allez raconter autour de ça. Justement, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi vous avez créé cette œuvre comme ci, comme ça et cetera? Quel marché et quel client? Le marché, là, je parle pas des marchés de créateurs. Les marchés, B2C, B2B. B2B, c'est le business to business, donc les marchés, sur lesquels on va vendre à des entreprises. L'activité sur laquelle on va vendre aux entreprises et le B2C, business to consumers et là, on va vendre à des particuliers. Il y a encore une autre nuance, il y en a plein des nuances, mais là, il peut y avoir aussi le B2B2C. Donc moi, je vais vendre à une boutique de créateurs qui va elle-même vendre à des particuliers. Voilà, donc ça c'est le B2B2C. Donc il faut identifier, l'état de la concurrence sur le marché. Qui dit concurrence dit qu'il y a un marché. C'est plutôt rassurant de le voir de ce point de vue-là. Hem, Ça veut pas dire que s'il y a pas de concurrents, il y a pas de marché, mais ça veut dire que potentiellement ça sera peut-être un petit peu plus long à se mettre en place. Et puis donc imaginez qui seront nos clients. Encore une fois, est-ce que ce seront des particuliers ou des entreprises? Un mix des 2. Moi, j'ai envie de dire un mix des 2, c'est quand même pas mal parce que s'il y en a un qui commence à être un petit peu en souffrance, l'autre va pouvoir compenser ou, voilà, être amené à être développé. Pareil sur la question, des envois à l'étranger. Est-ce que vous avez une clientèle, étrangère pour ça? Est-ce que vous allez, plutôt vous concentrer sur une clientèle, locale? Si vous dites: «Bah, moi, vendre en ligne, c'est pas trop mon truc, je préfère, faire des ateliers créatifs, localement», alors ou potentiellement des fois un poil plus loin, sur des salons, DIY par exemple. Ou alors, heu et donc vendre peut-être dans des boutiques de créateurs physiques, avoir votre propre atelier boutique et cetera. Ou alors vous dites: «Bah non, moi, je veux plutôt, vendre en ligne, parce que, je ne pour moi les conditions pour, vendre localement ne sont pas réunies». Par exemple, je peux avoir des problèmes de santé, je peux, enfin être loin par exemple, d'une ville un peu dynamique et cetera et donc moi je préfère vendre en ligne. Les 2 sont bien. Encore une fois, on peut mixer, il y a pas de vérité, et il faut suivre aussi les opportunités et puis un peu votre intuition. En ligne ou en local, on en parlait. Donc en local, bah, ça peut être des concept stores, des marchés de créateurs, des ateliers en présentiel. Les ateliers, c'est très bien pour, transmettre une pratique, mais aussi pour vendre du matériel derrière ou des kits et cetera. Et puis évidemment, sur la partie en ligne, il y a, les marketplaces, comme Etsy, un grand marché
toutes les plateformes, en ligne pour vendre, un WordPress, un Shopify, un Wix et compagnie. Et moi, j'ai envie de dire, avoir votre propre site web, ça sera pour moi une obligation. Ça veut pas dire que c'est une obligation là, tout de suite, maintenant, mais qu'il faut que ce soit quelque chose que vous ayez en tête assez rapidement. Parce qu'on peut pas, baser toute son activité sur une application, une plateforme qui ne vous appartient pas. C'est pas raisonnable. Donc je peux très bien commencer par vendre sur Etsy et que ce soit très bien pour démarrer. Mais il y a un moment donné, il vous faudra votre propre site web pour plein de raisons. Notamment, encore une fois, le fait que vous soyez chez vous. Alors, troisième partie, comment m'organiser? Moi, je trouve que c'est une partie qui est pas forcément évidente parce que, il y a pas de recette toute faite. Je peux pas vous dire: «Alors voilà, c'est simple, tu prends, un semainier et puis là, voilà, on met, les choses à faire et cetera et ça va rouler». Non, l'organisation, elle est quand même très propre à chacun. Il y a des personnes qui, sont câblées pour être plus organisées, d'autres où ça sera moins le cas, moins structuré et donc en fait, ça, c'est propre à chacun et parfois, on met un petit moment à trouver, le bon équilibre et la bonne manière de fonctionner. Parce qu'en tant que, chef d'entreprise, on a plein de choses à faire et en tant, qu'humain, on en a d'autres, en tant que maman, en tant, que, aidant, en tant que, sœur, en tant que fille et cetera. Bon, évidemment, tout ça est valable au masculin et donc voilà, nos vies sont déjà très remplies. On est, aussi, assez facilement déconcentrable, déconcentré à cause de ces petites choses et c'est important de garder en tête que c'est quelque chose qui va vous demander de l'adaptation. Donc vous avez vu là sur les slides, j'ai mis le reste de la vie en fait, bah, c'est le plus gros finalement et quand on a sa propre entreprise, on est aussi responsable en fait, de ses revenus. Alors si c'est un side project, on a un petit peu moins cette pression financière parce que vous pouvez tout à fait avoir concilié, les 2 activités, une activité salariée ou fonctionnaire, une activité, freelance. Vous pouvez les concilier ensemble. Mais ça demande beaucoup de travail ou ça demande d'être à un moment donné à temps partiel sur l'activité, principale, celle qui vous nourrit aujourd'hui. Faire les 2 en parallèle, moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Évidemment c'est possible, mais ça demande beaucoup d'énergie, de l'organisation, aussi, de faire, un deuil sur certaines choses, de dire: «Bah, je peux pas tout faire en même temps». Et ça peut très bien vous convenir pendant un temps et ne plus, que ce soit le cas après. Moi il y a un moment donné, je me suis dit: «Non mais là c'est trop en fait, je travaille tout le temps». Et même pendant mes vacances de salarié, je travaillais pour mon activité freelance. Donc je me reposais pas franchement. Donc il y a un moment donné, il va falloir être aussi capable d'écouter un peu tous ces signaux-là et de se dire: «OK, il faut que je revoie mon organisation». Donc évidemment, une des choses, heu, à faire, c'est de prioriser et d'être au clair sur le fait de dire: «OK, je peux pas tout faire». Donc il y a des choses, ça passera à l'as. C'est mieux si c'est des choses qui passent à l'as de manière volontaire, plutôt que ce soit un peu subi et que, voilà, vous disiez: «Ah bah mince, je peux pas participer à tel truc parce que j'ai loupé la date d'échéance» ou, voilà, que sais-je, quelque chose où vous vouliez faire et que, vous n'ayez pas pu faire à cause d'un d'un couac d'organisation. Adopter une posture de chef d'entreprise. Comme je vous le disais, on est plutôt sur 20-30 de création et 80 de gestion de l'entreprise au sens large. Encore une fois, vendre, communiquer, gérer vos achats, gérer l'administratif et cetera. Ça prend du temps. Je me souviens que quand j'ai démarré mon activité, créative, j'ai lancé le podcast en même temps qu'une petite activité, de papeterie. Je vendais mes cartes et j'ai mis, je pense, au moins 2-3 heures à, trouver le bon fournisseur pour acheter des enveloppes et ça devait être je pense à peu près au même moment à, trouver le bon fournisseur, le bon site sur lequel je pouvais acheter, les petites boîtes en carton, assez plates qui font moins de 3 centimètres pour pouvoir faire des envois. Alors je l'ai fait devant la télé, ça m'a pas trop coûté, mais en fait tout prend du temps.
Donc même, trouver, les bons fournisseurs, pour, payer pas trop cher, ces frais de ces emballages, ça prend du temps. Comme je vous le disais, les choses vont pouvoir aussi se faire en parallèle d'une activité, principale. Moi, je travaillais le matin parce que je suis plutôt une lève tôt, le soir, souvent plutôt le week-end, et donc le week-end pareil, matin et soir, même l'après-midi et puis après, on va pouvoir peut-être se dire: «Bon là, OK, je sens qu'il se passe des choses, je vais demander un temps partiel». C'est pas forcément toujours accepté. Moi, ça n'a pas été le cas, par exemple et puis donc moi, je suis passée au 100 freelance. Directement. J'ai pas eu cette coupure avec enfin, cette transition avec le temps partiel. Un conseil aussi, poser les chiffres très clairement, il faut pas en avoir peur, l'argent n'est pas tabou, il faut gagner, votre vie, tant que, voilà, on est pas rentier, bah, à un moment donné, ça ne choquera personne de se dire qu'il faut que vous gagniez votre vie et vous savez, il y a souvent l'adage, tout travail mérite salaire, bah, c'est vrai et voilà, on a juste besoin de gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Donc il y a pas de tabou par rapport à ça. Il faut vraiment dédramatiser, la relation à l'argent. Donc on pose des chiffres. Donc bah, voilà, de combien, j'ai besoin? Quelles sont les dépenses, qui vont avoir lieu, dans les prochaines années? Je sais pas, un changement de logement, des enfants, qui enfin voilà, qui vont avoir des besoins particuliers, des études, un logement, une école privée et cetera. Bon, évidemment, il y a le quotidien, parmi tout ça. Faut manger, faut se vêtir, faut se divertir un petit peu et tout ça et ensuite aussi, voilà, se dire: «Bah, voilà, est-ce que dans cette période-là de lancement, de quoi j'ai besoin financièrement?» Et puis, c'est en posant les chiffres qu'on va pouvoir prendre un petit peu aussi de distance et être factuel par rapport à ce projet. S'entourer, hyper important. Si vous avez parmi vos proches, des parents ou un conjoint, une conjointe qui vous dit: «Ouais, je sais pas, ça va être compliqué, tu vas pas avoir le temps et cetera et comment tu vas faire pour faire ci et comme hein». Des personnes un peu négatives, j'ai envie de dire, ça va un peu vous plomber. Alors évidemment, vous pouvez essayer de les convaincre, mais ça enfin, voilà, ça va être un peu compliqué aussi à gérer ça. Si c'est le cas, bah, j'ai envie de dire, vous pouvez vous dire: «Ah bah, attends, t'inquiète, je vais te montrer que ça va fonctionner». Ça veut pas dire que vous avez pas de doute et tout ça, hein, mais voilà, de prendre un peu le contre-pied, de dire: «Non mais bon, ça va fonctionner, je vais faire en sorte que ça fonctionne» ou «Je vais essayer et je me donne X temps voilà, pour voir en fait». Hem, Moi j'écoute beaucoup de parcours d'entrepreneurs dans des podcasts et en fait, les personnes pour lesquelles ça a été tout rose, ils ont lancé le produit, qu'ils avaient en tête et bim, ça a explosé. Ça n'existe pas beaucoup. Donc la réalité n'est pas celle-ci et c'est pas parce que vous avez vu sur Insta 2-3 créatrices où c'est le cas, tant mieux pour elles, mais la réalité, c'est que c'est long à démarrer et donc il faut, forcément, se dire, «J'ai besoin de temps pour évaluer comment les choses vont se passer». Donc on s'entoure. Si notre entourage propre du quotidien, proche du quotidien est, pas hyper enthousiaste et bah, trouvez quelqu'un, qui sera enthousiaste, avec vous. C'est J'allais dire, c'est trop dur. C'est dur en fait d'entreprendre. Vous allez être confronté à plein de choses compliquées. Alors c'est rarement des questions de vie ou de mort, mais c'est des voilà, c'est des choix qu'il faut faire, des choix d'investissement, des choix de, bah, de création, de canaux de vente et cetera. Il faut payer ses charges, il faut, prévoir, voilà, son contrat de prévoyance, si on n'est plus salarié, si on n'en a plus et cetera. Enfin, il y a plein de choses et donc ça serait dommage de pas avoir, quelqu'un de soutenant, autour de vous. Heu, si vous avez personne autour de vous, heu, parlez-en moi, parlez-moi-en, dans ce sens-là. Moi, je peux être cette personne et vous pouvez aussi, simplement, commencer à échanger régulièrement avec des créatrices que vous aimez sur Instagram et vous verrez que le dialogue peut assez vite se faire et c'est des petits messages par, voilà, de ci, de là. C'est comme ça, en fait, que les relations se construisent, comme dans la vraie vie et ça peut, voilà, ça peut faire des belles amitiés.
et évidemment attention au burn-out. C'est une pente, qui peut sur laquelle on peut vite glisser et s'engouffrer parce qu'en fait, ce sentiment de travailler tout le temps, peut donc vous conduire à un burn-out et peut aussi, le burn-out c'est aussi, je dirais sur, un moment donné où vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez, enfin que voilà, les choses ne sont pas comme vous les attendez, au moment où vous les attendez. Donc, alors je suis pas une spécialiste du sujet évidemment, mais, je vois quand même pas mal de personnes autour de moi, en souffrir ou, être, heu, assez proches parfois du burn-out. Donc, faites vraiment attention, levez le pied et surtout prenez soin de vous, faites du sport, voilà. Je suis la première à me dire: «Non, j'ai pas le temps d'aller faire du sport cette semaine», enfin là, par exemple, hier on était mercredi, j'aurais voulu aller faire du sport, je peux pas et cetera, j'ai plein de boulot. Mauvaise idée. Alors je fais quand même 2 séances de sport par semaine, mais j'aimerais bien en faire une troisième. Allez, maintenant, on va passer à la phase de lancement. Donc, ça y est, je sais que je vais regretter de ne pas m'être lancée. Donc, allez, j'essaye, je démarre. Alors, très concrètement, comment je vais créer l'entreprise? La première chose, j'en parlais tout à l'heure, poser les chiffres. Alors, souvent, on va employer le terme de business plan quand on est sur un projet de création d'entreprise. Heu Moi, je vous dirais pas forcément de faire un business plan au sens où on l'entend. Bon, il y a plein de ressources, notamment sur le site, BPI France, Création. Vous allez pouvoir trouver plein d'informations, très bien faites. Bah, d'ailleurs, voilà, j'en parle après sur le statut juridique. Des ressources très bien faites, c'est très bien documenté, c'est voilà, c'est très bien. Donc pour faire un business plan, à l'état de l'art, OK, vous pouvez y aller. Moi, je dirais que c'est surtout un fichier Excel, qu'il faut faire avec, à la fois des estimations de vente plutôt réalistes. Ne vous dites pas: «Oh c'est OK, c'est bon, je vais vendre 50 créations par mois en débutant». On peut peut-être être un poil plus, réaliste et se dire: «Bah, les choses vont se faire progressivement» et évidemment, estimez bien aussi vos charges prévisionnelles. Le danger, c'est souvent de se dire: «Non, mais c'est bon, j'ai déjà plein de fournitures créatives» parce que en fait, vous démarrez souvent déjà avec votre stock de créatrices, amateurs, amatrices, amateurs. Donc voilà, vous avez peut-être déjà un ordinateur, peut-être, je sais pas, une machine de découpe, déjà votre machine à coudre et cetera et des fournitures. «Non mais c'est bon, j'ai rien besoin». Bah, en fait, ces fournitures, vous allez devoir les remplacer. Il va falloir acheter, tout ce qui est nécessaire aux expéditions si vous vendez en ligne ou même si vous vendez, heu, en présentiel, vous aurez besoin aussi comme d'emballer un petit peu les choses. Vous aurez, une mutuelle à payer, une prévoyance, et cetera et tout est comme ça. Des logiciels, voilà. Même si aujourd'hui on a quand même une chance folle parce qu'on est dans un monde où il y a énormément de ressources et d'outils gratuits, mais il y a un moment donné, ça ne suffit pas et il va falloir passer aussi aux versions payantes. Donc tout ça, c'est nécessaire pour se donner, des objectifs et avoir un cadre. Se dire: «Non mais c'est bon, on va voir ce que ça donne», j'ai envie de dire quand même poser des objectifs chiffrés en se disant: «OK, la première année», par exemple, moi en prestation de service, le seuil de chiffre d'affaires pour rester en micro-entreprise en prestation de service, c'est 77 000 €. Je suis loin d'y être, mais c'est un peu mon objectif. Mais il y a des objectifs intermédiaires entre et de me dire: «Bah, voilà, première année 30 000 c'est pas mal, deuxième année 50 000 alors peut-être que la deuxième année, elle sera à 40 et la deuxième année et cetera. Il y a une certaine inertie dans tout ça, d'accord? Donc il faut aussi, voilà, prévoir un petit peu, aussi sur le long terme et encore une fois, tout prend toujours plus de temps que prévu, donc soyez à l'aise par rapport à ça. Je peux pas dire mieux. Tout prend toujours plus de temps. On se dit: «Non mais c'est bon, là, pour traiter mes mails, j'en ai pour une demi heure» et puis en fait, on se rend compte qu'1 heure après, on y est encore. On va poster un truc sur Insta et en fait, bah, on se perd un peu dans les stories, dans les posts et cetera. Enfin voilà. Le statut juridique, alors c'est souvent un peu le truc qui fait un peu peur. On se dit: «Oui, mais moi j'y connais rien et cetera. Comment je vais arriver à bien choisir?» Alors, il y a quelque chose d'assez simple déjà, c'est si vous avez pas de loyer,
donc d'une boutique et cetera, que vous n'avez pas besoin d'employés maintenant et que vous n'avez pas de grosses charges, et des gros achats à faire, et ben vous pouvez sans doute, regarder du côté de la micro-entreprise. Il y a plein de ressources pareil, je vous ai mis le lien vers, BPI France, Création. Sur, Copilote, de la même manière, il y a, j'ai fait plein de contenus, audio ou autres, pour, vous apprendre toute cette partie-là. Donc c'est vraiment, un bon point de départ à regarder, la micro-entreprise. Micro-entreprise/auto-entreprise, c'est la même chose. Et après, dès lors qu'effectivement on va avoir, d'autres frais, enfin les frais dont j'ai parlé, des loyers, des, employés en disant: «Non, bah, moi je veux ouvrir une boutique, en centre-ville, donc je vais avoir un loyer et je veux pas, assumer, toutes les tranches horaires d'ouverture, seule, donc je vais avoir besoin de quelqu'un». Et là, c'est sûr que c'est pas le même projet. Tout ce que je vous dis, fonctionne pour, les 2 types de projets, mais c'est pas le même projet. Et là, vous aurez besoin effectivement d'un business plan parce que sans doute que vous aurez besoin d'aller voir un banquier, heu, ou, peut-être aussi des proches, en leur présentant votre projet, et vous aurez besoin d'éléments concrets et d'avoir vraiment une vision, claire et cetera. On n'est pas sur le même projet que, heu, mes créations plaisent, je fais des créations finies, ou j'ai envie de faire des kits, ou d'animer des ateliers créatifs dans des endroits, que j'ai pas à gérer. Et là, on peut démarrer, assez facilement, pas loin du jour au lendemain. Alors il y a plein de choses à faire, mais voilà, on va pouvoir, tester, l'activité assez simplement. Pour la démarche de la création d'entreprise, ça va se faire en ligne sur c'est donc un guichet unique, qui s'appelle, enfin qui est disponible sur le site de l'INPI, sur donc les démarches, en ligne procédure.inpi.fr. C'est une procédure simplifiée qu'on enregistre au fur et à mesure, et pour laquelle il va vous falloir un compte, France Connect Plus pour signer les démarches. Donc mon conseil, c'est toujours de vous connecter avec France Connect Plus, pas France Connect seul. France Connect Plus, ça vous permettra donc de signer, les démarches, à la fin de votre démarche. Je dirais que la partie création, c'est pas forcément la plus compliquée. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire de manière assez sereine. Il y a une équipe assez disponible, j'ai trouvé, moi j'ai déjà appelé plusieurs fois l'INPI pour avoir des conseils et cetera. Alors, il y a des choses sur lesquelles ils vont pas pouvoir intervenir parce que c'est pas leur domaine d'expertise, mais ils peuvent donner quand même beaucoup de d'informations et d'explications. On peut aussi évidemment aller regarder du côté de la chambre du commerce et de l'industrie, la CCI, si on est sur une activité commerciale, et la CMA, la chambre des métiers de l'agriculture, pas de l'agriculture, de l'artisanat, sur la partie, artisanale. Je vous donne quelques chiffres importants en micro-entreprise. Attention, je parle bien de la micro-entreprise et pas d'une autre type d'entreprise, sous forme de société, par exemple. La micro-entreprise, en fait, c'est un statut, c'est un régime, fiscal et social au sein de l'entreprise individuelle. Donc moi, mon entreprise, c'est Mélanie Sénat EI. Mon entreprise est une entreprise individuelle et je suis sous le régime de la micro-entreprise. Donc la micro-entreprise, ça nous permet d'avoir un certain nombre de souplesse. Par exemple, on a besoin de faire une comptabilité assez simplifiée, enfin même très simplifiée par rapport à la vraie comptabilité. On va, évidemment, devoir payer des cotisations sociales pour notre propre protection sociale et pour participer à la solidarité, qu'il y a dans notre pays. Et c'est voilà, notre système repose sur la solidarité. Donc on va dissocier la prestation de service et la vente de marchandises. Les ateliers créatifs font partie de la prestation de service. Les ventes de kits font partie de la vente de marchandises. Et on va, donc tout est basé sur un chiffre d'affaires. Et donc nos cotisations, nos déclarations à l'URSSAF, c'est la deuxième ligne, taux de cotisation URSSAF, elles vont dépendre de, ce chiffre d'affaires. Attention, on sait, enfin l'URSSAF et tous les gens, qui réfléchissent à tout ça, qui nous font nos lois, savent qu'on a quand même des charges. Donc après, il y a un abattement, qui est prévu, pour pas dire que 100 de notre CA ou 100 moins les cotisations URSSAF, ça fait nos revenus, d'accord? On a tous forcément des charges.
Même quand on en a peu, bah, on en a. Donc le chiffre d'affaires, maximum pour rester dans le ce régime de la micro-entreprise, en prestation de service, c'est 77 000 €. Je vous ai mis les chiffres arrondis pour qu'on vous puissiez plus les retenir. Vente de marchandises, on est plutôt sur, voilà, quasiment 190 000 €. Ça paraît élevé et en même temps enfin voilà, faut quand même en vendre et en même temps, bah, voilà, en fonction de ce qu'on ça peut aller vite. Comme la prestation de service, on se dit que c'est pas si élevé en fait, il faut quand même y aller, il faut bosser. Le taux de cotisation URSSAF, alors 21, c'est des chiffres qui évoluent de temps en temps, qui sont revalorisés en fonction de si, on est sur une activité, plutôt intellectuelle, donc on va être soumis au BNC, aux bénéfices non commerciaux. Là, on est plutôt entre 24 et 25. Sur la vente de marchandises, on est sur à peu près 12 du chiffre d'affaires et donc c'est ce qu'il va falloir payer tous les mois ou tous les trimestres. Mais je vous conseille de faire une déclaration par mois pardon, par mois, tous les mois. On fait notre déclaration URSSAF, hem et donc c'est l'argent qu'on va devoir à l'URSSAF, encore une fois pour notre propre protection sociale, donc c'est pour payer la sécurité sociale, donc c'est, la maladie, c'est la maternité. Mais par contre, c'est pas le chômage, d'accord? Et c'est pour aussi la retraite. On a on est moins on cotise moins à la retraite qu'un salarié, parce qu'en fait, notre base de cotisation n'est pas la même, parce que l'entreprise qui nous emploie paye aussi des cotisations, hein. Il y a les cotisations salariales et patronales. Donc forcément, nous, on paye quand même moins de cotisations, donc nos droits à la retraite vont être moins élevés. Donc on peut surcotiser à côté. Moi, c'est ce que je fais. Je capitalise à côté sur un produit, d'assurance vie en l'occurrence, tous les mois, pour avoir, ce complément aussi pour la retraite. Le compte bancaire, un compte bancaire dédié, séparé, sera obligatoire au bout de 2 années, où vous avez fait un chiffre d'affaires, de 10 000 € au mois. Oui, une précision importante pour la déclaration URSSAF, on est sur un chiffre d'affaires encaissé et pas ce que vous avez facturé. Donc si, au mois, de septembre, vous avez, facturé, 5 000 € mais vous les avez pas encore encaissés, bah, vous allez attendre de les avoir encaissés pour pouvoir faire, la déclaration URSSAF. Donc en fait, ça veut dire que cet argent, ces cotisations-là, ce montant-là, vous allez devoir le conserver sur votre compte pour payer, en fait, les cotisations et donc ça, c'est ce qui tombe dans ce qu'on appelle la gestion de la trésorerie. Faire attention aux rentrées d'argent et aux sorties, d'argent pour, bah, voilà, pour, rester dans les clous et ne pas être à découvert sur votre compte bancaire. Donc le compte bancaire séparé, il est obligatoire, donc au bout de 2 ans et d'avoir franchi ces 10 000 € de chiffre d'affaires. Et surtout, il va falloir que ce soit un compte professionnel parce qu'en micro-entreprise, vous avez l'obligation de mentionner sur globalement tous vos documents, cette mention EI. Encore une fois, moi par exemple, Mélanie Sénat EI. Donc ça veut dire que sur votre compte bancaire aussi, donc sur votre RIB, il faut que ce soit marqué votre nom d'entreprise. Donc en micro-entreprise, c'est notre propre nom, on est une entreprise individuelle et donc ça sera avec la mention EI. Et une banque, classique du marché, alors enfin dans les banques classiques, on peut aussi avoir des comptes professionnels, mais en gros sur un compte particulier, la banque, il y a de fortes chances qu'elle vous dise, qu'elle ne vous fera pas un compte particulier avec une mention EI. Il va falloir prendre un compte professionnel. Heu, Ensuite, la franchise en base de TVA. Alors, c'est des choses qui, peuvent être, différentes, qui vont forcément évoluer entre le moment où moi j'enregistre cette vidéo et le moment où, vous allez, peut-être être, confrontés à la situation. C'est souvent quelque chose dont on se préoccupe pas tout de suite parce que donc on a cette franchise, c'est en fait, ça correspond au seuil de chiffre d'affaires à partir duquel, quand on va le dépasser, on va devoir gérer la TVA et donc facturer la TVA, encaisser la TVA sur nos ventes et déduire la TVA sur nos achats. La TVA, on peut s'en faire une montagne. Il y a aussi encore une fois, plein de ressources pour pouvoir, gérer ça de manière un peu sereine. C'est plutôt, finalement un signe que votre entreprise, grandit et
toutes les entreprises, mis à part donc avec cette franchise, toutes les entreprises en fait collectent de la TVA et déduisent de la TVA. C'est un peu le b.a-ba quoi, c'est comme de payer des cotisations URSSAF, c'est la base. Donc tant qu'on n'y est pas soumis, bon bah, tranquille, on n'a pas besoin de gérer ça. Mais le jour où ça vous arrivera, moi je le prends plutôt comme, bah, c'est une bonne nouvelle, on a dépassé, un certain chiffre d'affaires et par contre évidemment, c'est quelque chose qui s'anticipe parce que, si on vend à des particuliers et si, mon tarif aujourd'hui, le prix de vente est à 20 € par exemple, bah, nécessairement, si c'est 20 €, enfin, par défaut, les gens vont dire: «Bah, c'est 20 € TTC», comme quand on achète, une baguette de pain, vous avez pas l'affichage hors taxe et l'affichage en TTC. Donc vous allez vendre 20 €, mais sur les 20 €, une fois qu'on est soumis à la TVA, bah, on doit 20 de ces 20 €, donc si je dis pas de bêtises, 4 €. Donc c'est 20 divisé par 1,2. Je vais le faire en même temps parce que j'ai peur de dire une grosse bêtise. Mais donc on va faire, on va avoir besoin d'anticiper ça. C'est pas tout à fait, mon calcul était pas tout à fait faux et pas tout à fait exact. 20 divisé par 1,2, ça fait 16,66 €, 67. Donc ça veut dire c'est 3 €, 33. J'avais fait c'était un peu approximatif. Donc ça veut dire que moi je n'encaisse donc enfin j'encaisse 20 €. Mais donc j'ai collecté 3,30 € de TVA pour l'État. Donc il va falloir que je lui redonne cet argent. Donc encore une fois, ça c'est une gestion, qui voilà, qui s'apprend, mais qui est plutôt à voir, de mon point de vue, comme: «OK, mon entreprise, franchit une étape. Là maintenant, OK, bah, je vais devoir gérer de la TVA. C'est comme ça, c'est plutôt un signe que mon entreprise, grandit». On a aussi une autre taxe, quand on est une entreprise, c'est la cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui intervient en fin d'année et pour laquelle on est exonéré. Alors il y a quelques cas d'exonération, donc ça vaut toujours le coup d'aller regarder si on n'est pas dans ces cas-là et par défaut, on est exonéré si on a un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €. Et cette franchise, cette, CFE pardon, le montant est quand même de quelques centaines d'euros. Ça peut aller de 200-300 € à 500-600 et cetera et c'est lié à l'endroit où vous habitez. On n'a pas besoin d'avoir un local, spécifique pour notre entreprise. Moi, je travaille, chez moi. Comme vous le voyez, c'est mon salon et donc je suis, soumise à la CFE, je la paye et quand je la payais pas, je me disais: «Bah, il faut que je surveille mon chiffre d'affaires généralement en fin d'année parce que, enfin, je dis en fin d'année parce que, si par exemple, au mois de décembre, je suis à 4 500 € et que j'ai une facture à faire de 1 000 €, je me dis, bah, peut-être que cette facture, je vais la décaler sur le mois de janvier parce que ça serait dommage que pour 500 € je dépasse, du seuil et que donc je me retrouve à payer, de la CFE l'année prochaine. Voilà, bon, c'est un point de vue. 2e partie, comment vendre? Alors en marketing, il y a une notion, clé et qui est, je sais pas, ça doit dater de au moins 30 ans, facile, peut-être même sans doute un peu plus, qui est le marketing mix, la stratégie des 4 P. Et donc c'est, la base du marketing, c'est de dire, bah, il nous faut une stratégie qui, combine plusieurs choses quand on vend, quand on a une activité commerciale. Évidemment un bon produit, heu, qui soit au bon prix, qui soit, vendu avec la bonne, les bons canaux de distribution, donc c'est la partie place, donc ça c'est tout ça c'est en anglais et qui soit sur lequel je vais bien communiquer, donc la partie promotion. Alors, je vais commencer par produit, parce que souvent c'est aussi par ça que nous on commence. Le produit, donc créer le bon produit, c'est évidemment avoir une marque forte, donc une identité, forte, des avantages concurrentiels, donc qu'est-ce que je vais avoir de différenciant par rapport à mes concurrents? C'est aussi d'avoir une gamme large, parce que si j'ai 2 créations à vendre, bah, c'est soit ça,
Voilà, c'est pas génial. Donc il faut que j'aie, construit une gamme et il faut que j'ai des caractéristiques aussi qui, à la fois, soient cohérentes les unes avec les autres. Encore une fois, que ça réponde à des besoins, qu'il y ait un certain niveau de qualité, faire attention au packaging et cetera et de plus en plus, il faut forcément qu'on intègre aussi, les questions environnementales, écologiques, dans nos créations parce qu'on a juste, pas le choix, en fait. Hem La partie prix, donc fixer les bons prix. Dans le milieu de l'artisanat, on est forcément, sur, des tarifs qui sont entre le milieu et le haut de gamme. On peut pas faire de l'entrée de gamme, faire des créations artisanales. Si par exemple, une création au crochet, sur laquelle j'ai passé 3 heures, je peux pas la vendre 15 €. En fait, c'est pas ça n'a pas de sens. Économiquement, ça n'a pas de sens et ça n'a aussi pas de sens par rapport au marché. Donc si la créatrice à côté de vous, elle fait la même création, elle la vend à 60 et vous 15, à la fois le client va se dire: «Bah, je comprends pas». C'est-à-dire que la vôtre, elle est faite, par des enfants, le week-end, enfin voilà, il y a un truc, donc elle est pas produite en France, et cetera. Donc il y a quelque chose, qui va, forcément être un peu perturbant. Et puis évidemment, bah, les confrères, les consoeurs, vont penser que vous détruisez aussi un peu le marché. La politique de communication, de promotion, là, on est sur la question où communiquer, quels médias je vais créer, donc mon site web, mon compte Instagram, peut-être une chaîne YouTube et cetera. Quelle campagne je vais activer? Peut-être des campagnes Google Ads, peut-être des social ads, donc des campagnes publicitaires sur Instagram, par exemple. Quel relais de communication je vais trouver? Est-ce que je peux me faire connaître peut-être aussi en sollicitant, d'autres marques, faire des collaborations et cetera. Et enfin la stratégie de distribution, donc la place, le P de place. Où vendre? Donc, bah, évidemment mon site web, des boutiques de créateurs, des marchés, des concept stores et cetera. Comment se rendre visible? Donc encore une fois, ça c'est vraiment, the question parce que évidemment, on a tous envie, d'exploser sur Instagram, que tout le monde vienne sur notre site web et puis, de vendre, plein de choses. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on est dans un monde aussi, assez saturé et donc à la fois, il y a plein d'occasions, il y a plein de relais de communication sur lesquels on peut être visible, mais tout ça, ça prend du temps et généralement, on en manque parce qu'on a toujours envie de faire plus de choses que du temps dont on dispose et donc il va falloir encore une fois faire des choix et construire les choses aussi, patiemment. Donc ce tunnel ici, comme vous le voyez, c'est en anglais, c'est donc, funnel. C'est souvent un peu décrit comme ça. En marketing, on aime beaucoup l'anglais parce que c'est quand même une activité aussi, qui est beaucoup venue, des pratiques, américaines et anglaises. Donc là, le parcours, des clients, c'est le buyer journey. Si vous voulez aussi aller chercher des ressources, ça sera le bon terme. Donc l'idée, c'est de se dire, au départ, les internautes vont vous découvrir peut-être par, Google, parce qu'ils ont fait une recherche et que votre site était bien placé sur cette recherche-là. YouTube, Instagram, votre propre site web, si vous avez mis un lien directement, des podcasts, Pinterest, des marchés, des salons et cetera, des collaborations ou des boutiques revendeurs. Tout ça, ça va constituer la première partie du tunnel qui est la phase de découverte. Dans cet entonnoir, vous voyez donc que ça se réduit parce que dans la phase de découverte, bah, il va y avoir beaucoup de monde et puis ça va se réduire au fur et à mesure, quand on va passer par exemple à l'étape de considération, ensuite à celle de conversion et évidemment de celle de fidélisation aussi, qui est souvent un peu l'étape, qu'on oublie un peu, mais ce qu'il faut pas oublier pourtant, c'est que ça sera toujours plus facile de vendre à un client existant plutôt que d'aller en chercher des nouveaux. Et je me le redis pour moi parce que c'est voilà, c'est une évidence, mais on a toujours besoin de se le rappeler. Donc pour passer de la phase de découverte à la phase de considération, et ben, on va avoir besoin d'avoir évidemment une offre, qualitative et quantitative, donc qui répondent à un besoin, celle de nos clients. Donc on va avoir sur notre qui vont découvrir notre offre au sens large, donc sur notre site web, potentiellement, sur Instagram et compagnie. Quantitative, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, en fait, d'avoir 2 ou 3 produits à vendre,
Bah, forcément ça limite en fait le choix, et à contrario évidemment d'avoir trop de choix, ça rend aussi les choses complexes et après on peut reporter un petit peu l'achat parce qu'on dit: «J'arrive pas à choisir, on verra plus tard». Donc on a besoin aussi de conseils, on a besoin d'avoir un site professionnel, on a besoin peut-être aussi, de freebies, donc de ressources gratuites, sur lesquelles par exemple de tutos, de choses comme ça, qui vont, rassurer aussi le client, ou faire venir ou rassurer le client. Si on Une fois qu'on est dans la phase de considération, comment on va arriver à convertir, ce prospect en client? Comment on va lui donner envie d'acheter? Bah, là, on va être sur des éléments de réassurance, encore une fois, un site pro et cetera, hein, c'est tout ce qu'on a déjà vu avant. Et les éléments de réassurance, ça va être, par exemple, bah, que c'est, fabriqué avec soin, en France ou, on peut préciser, à tel endroit. Les matériaux viennent, de tel endroit. On peut faire une petite carte en disant: «Bah, voilà, les emballages viennent de tel endroit, les je sais pas, tout ce qui est impression, est fait à tel endroit» et cetera. Heu et puis voilà, bon, pour moi ce côté, made in France, il est hyper important. Mais on sait aussi que c'est pas forcément évident de pouvoir s'approvisionner sur tous les éléments en France et que même si j'achète à un marchand, français, potentiellement, ça vient, de très loin. Mais des éléments de réassurance aussi, ça peut être sur le délai, de production, le délai d'envoi, ce genre de choses. La newsletter, ça pour moi, c'est quand même, quelque chose où assez rapidement il va falloir se dire: «OK, je vais mettre en place une newsletter». Alors quand on a, 5 clients et 10 personnes dans son entourage, on peut se dire: «Bon, c'est peut-être pas la priorité». Je suis d'accord, mais assez vite quand même, il faut aussi prendre ce relais d'Instagram qui ne peut pas être votre seule source de communication. On peut faire aussi de l'A/B testing, dire, bah, le principe de l'A/B testing, c'est de proposer 2 versions différentes, si possible au même moment, mais c'est pas forcément toujours évident et de comparer les résultats. Ça encore, c'est quelque chose qu'on met en place quand on a déjà un petit peu tout fait le reste. Et puis après donc une fois que notre client a converti, là on va être sur une relation avec ce client qu'il va falloir nourrir et chérir. Donc, avec une newsletter, on peut, aussi, créer des emails d'onboarding, donc d'accueil du client, proposer un programme d'ambassadeur et cetera. Comment se rendre, visible? Bah, en fait, l'idée c'est d'être présent là où sont présents nos clients cibles. Donc, on va voir la partie online maintenant et puis ensuite la partie offline, en dehors du web. Donc, sur la présence en ligne, bah, évidemment, il va falloir être présent dans la messagerie de nos clients, donc c'est pour ça que je parlais de newsletter. C'est aussi soigner nos emails transactionnels. Donc les emails transactionnels, c'est tous les emails, par exemple: «Merci pour votre commande», création du compte, votre commande est livrée et cetera. L'onboarding client, c'est le principe de dire: «Bah, voilà, mon client ou mon prospect, je l'accueille avec une série, une séquence d'emails à J plus, X après, donc par exemple, 5 jours après, la réception de sa commande, de son achat, je vais pouvoir lui envoyer un email, en lui disant: «Bah, voilà, si vous avez, besoin de tutos, c'est ici. Si vous avez besoin d'aide, c'est ici. Si vous» et cetera. Et puis un deuxième email, peut-être 15 jours après: «Est-ce que ça vous dit de laisser votre avis?» et cetera. On va l'accompagner. On peut faire de la publicité aussi dans Gmail. Donc là, c'est des campagnes publicitaires qu'on va gérer à l'intérieur de Google Ads. Il y a évidemment les pages de résultats de recherche, ça c'est hyper important d'être présent sur Google. Google, c'est heu, aujourd'hui le moteur de recherche numéro 1, en France, en Europe. Donc on va pouvoir être présent de 2 manières, soit avec ce qu'on appelle du référencement naturel, donc là des visites organiques qu'on ne va pas payer. Je vais pouvoir avoir des visites, sur, l'onglet site, images, vidéos, produits et cetera. Ça encore, il y a énormément de ressources, dont celles que je vous propose sur Copilot, pour arriver à développer cette visibilité sur les moteurs de recherche. Et puis il y a la partie SIA, donc le par rapport au SEO, SEO Search Engine Optimization, donc le référencement naturel, SIA Search Engine Advertising, donc la partie publicitaire. Et là, donc c'est des campagnes qu'on va faire sur Google Ads ou on peut aussi aller regarder du côté de Bing Ads, la plateforme publicitaire de Bing, mais le trafic il est quand même sur Google, clairement.
Côté, application, outils, bah, évidemment, il y a Pinterest que vous devez utiliser, il y a YouTube, il y a les podcasts sur lesquels vous pouvez aussi être visible. Voilà, moi, par exemple, j'ai des sponsors qui viennent chercher, l'audience de faits main, heu, pour faire enfin, pour faire de la communication, pour faire de la préférence de marque, de montrer qu'ils existent et de se faire connaître. Et aussi après pour des opérations spécifiques, hein, on peut aussi, vendre directement avec des podcasts. Et puis évidemment sur les réseaux sociaux, mais ça je vous apprends rien, Instagram. Après donc Instagram pour moi c'est obligatoire. Après se poser la question de Facebook ou TikTok. Je dirais que si vous connaissez bien TikTok et que vous aimez, OK, bah allez-y. Facebook franchement, c'est tellement les gens, je sais pas, je sais pas pourquoi les gens sont comme ça sur Facebook, mais franchement, c'est difficile Facebook. Donc les gens sont négatifs et cetera. Perso, n'y allez pas. Pour moi, n'y allez pas. Ensuite, sur la partie offline, donc en dehors du web, il y a évidemment, les magasins, donc on en a parlé, les concept stores, les boutiques de créateurs, les galeries d'art, votre propre atelier boutique aussi. C'est évidemment pas la partie la plus simple. Dans les médias aussi, donc ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne, régionale. Évidemment la nationale, c'est pas mal aussi. C'est par exemple Le Parisien, enfin Aujourd'hui en France et cetera. Magazine DIY, l'atelier des nanas, Passion Couture, enfin voilà, tous les magazines. Divertis Éditions en fait beaucoup. Marie-Claire Idé et compagnie. Ça peut être aussi des magazines un peu plus lifestyle, des magazines féminins, de déco et cetera. Et puis évidemment, il y a le média télé qui, reste très, difficile, pour, être présent, sur un contenu télé. Sur les marchés de créateurs, marchés de Noël, ce sont des choses qui fonctionnent très bien. Si on les choisit avec soin, si on fait attention aussi à la clientèle qui vient, parce que, bah, voilà, forcément, sur les créations artisanales, il faut qu'il y ait la bonne clientèle. Si c'est une clientèle qui a l'habitude plutôt d'acheter, sur Temu ou sur Shein, bah, forcément, c'est pas une clientèle qui va acheter, heu, des créations artisanales qui v ils ne ces clients-là ne vont pas avoir cette sensibilité-là et donc ne vont pas comprendre, par exemple, pourquoi, telle chose, vaut, «si cher» entre guillemets. Sur les salons DIY, donc là, c'est des salons, qui vont plutôt être réservés si vous vendez des kits, si vous faites des ateliers créatifs et cetera, donc des kits ou des fournitures créatives. Les créations, finies, généralement, c'est plus compliqué et il y a certains salons qui les acceptent pas. Donc il y a évidemment le salon création et savoir-faire, qui se tient tous les ans, à Paris, fin novembre et dans les salons locaux, vous pouvez aller regarder du côté de Mille et une idées, Tendance créative, Creativa, le Knit It, voilà. Le Knit It est à Lyon, les autres, sont un petit peu partout en France, donc il faut regarder, sur les différents sites. Allez, on passe à la dernière partie, la partie conclusion et plan d'action. Conclusion, bah, comme je vous l'ai dit, vous allez vivre plein de hauts, beaucoup de bas, et c'est le lot de toutes les entreprises. C'est pas, parce que, vous, votre entreprise, elle est comme ci ou elle est comme ça, que ce sera différent. Je vous souhaite évidemment qu'il y ait plus de hauts que de bas, mais la réalité, c'est que il faut en passer par là et c'est ça aussi qui nous nourrit et qui nous fait grandir, qui nous fait nous remettre en question et qui nous fait progresser. Évidemment, je suis comme tout le monde, je préférais que ce soit qu'une croissance, linéaire, voire, explosive, mais la réalité, elle est quand même tout autre. Tout prend du temps. Mon exemple de voilà, rechercher les bonnes boîtes, ça prend 2 heures. Bon, bah, c'est le truc où on dit: «Non mais c'est bon, hein, dans 30 minutes, c'est plié». Bah non. Alors évidemment, ça peut être plus rapide si je dis: «Allez, peu importe le prix», voilà. Mais la réalité, c'est qu'il faut acheter correctement. Si on veut vendre correctement, il faut acheter correctement. Créer du lien, ça c'est hyper important. À la fois avec, vos prospects, vos clients et les personnes qui vous entourent au sens large, donc ça peut être aussi d'autres créatrices. Il peut y avoir un peu de solitude, quand on est entrepreneur parce que généralement on travaille chez soi. Il y a quand même une sensibilité, souvent assez importante au niveau des créatrices et des créateurs et donc on n'est pas forcément les plus extravertis à aller vers les autres et cetera. Il y a évidemment des exceptions,
mais on peut vite aussi se retrouver un peu seul. Donc si c'est le cas, et bah, ce que je disais tout à l'heure, il faut, bah, peut-être venir m'en parler et moi je peux, aussi vous présenter d'autres personnes, ou qu'on échange ensemble. Moi, je fais du coaching aussi, des rendez-vous individuels, en dehors des ateliers collectifs pour justement, aussi un petit peu être là à la fois, pour guider, sur la stratégie, peut-être enfin voilà, sur des questions très pratico-pratiques, les bons prix, les salons auxquels participer, peut-être des conseils sur des projets aussi, des projets éditoriaux ou des projets avec des marques et cetera. J'ai, une expérience, assez importante maintenant donc voilà, j'ai fait déjà plein de choses, donc je pourrais vous donner plein de conseils. Et puis, aussi, voilà, comme je le disais tout à l'heure, sur Instagram, aller, nouer des relations aussi sur Instagram. C'est des vraies relations aussi, avec des vraies amitiés qui peuvent démarrer. Évidemment, ce sera pas dans 15 jours que vous allez découvrir votre meilleur ami, mais voilà, c'est aussi des moments, importants et des liens, intéressants à cultiver. Hem Créer du lien, comme je disais, c'est aussi avec les clients et c'est pareil, ça se fait pas en un claquement de doigts parce que j'ai décidé de raconter mon histoire et que ça y est, voilà. Tout ça, ça prend du temps aussi. Et je dirais qu'il faut aussi que ça vous enfin, que vous en soyez convaincus parce que, il y a aussi une dimension où, plus nos contenus, notre communication va être incarnée, plus ça sera, heu, plus ça sera facile d'avoir ce lien avec, votre communauté au sens large, votre audience au sens large. Quand on démarre, on peut se dire: «Mon audience, rien du tout, ma communauté, rien du tout», mais c'est quand même au final ce que vous allez construire et avec, tous les contenus générés par IA qui sont, aujourd'hui déjà assez présents et qui ne vont que, aller en augmentant, forcément, on a besoin plus que jamais de ce lien. Instagram est clé, mais ce n'est pas tout, c'est pas, Dieu le père. Rien ne vous appartient et les règles du jeu changent vite. Je suis sûre que vous êtes déjà tombés sur, des contenus de créatrices, de créateurs qui vous disent à quel point, Instagram n'est pas très bon pour leur santé mentale, qui se sentent, obligés de poster même quand ils n'en ont pas forcément envie. Alors ils le disent pas forcément comme ça, mais qui ressentent la pression aussi, des likes, les changements d'algorithme qui se prennent un peu de plein fouet, manque de visibilité et cetera et que tout ça, ça a un impact sur leurs ventes. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout baser sur Instagram. Instagram est hyper important, mais ça peut pas être, votre unique stratégie. Misez sur la récurrence de votre communication. Si aujourd'hui on a tous, la baseline en tête de Carglass, c'est parce qu'on a été exposé des centaines de fois à cette pub, Carglass. Évidemment, on n'a pas les mêmes moyens que Carglass, on peut pas faire, enfin généralement, on peut pas faire de campagne, télé, ni de campagne radio, mais c'est pour ça qu'en fait, on va avoir besoin de tenir dans la durée. C'est cette distance dans le temps, c'est cette durée dans le temps qui va faire qu'à un moment donné, ça va fonctionner. On peut pas se dire: «C'est bon, j'ai communiqué 3 fois, il s'est rien passé», pour en tirer des conclusions. Ça serait enfin, c'est pas possible. S'il vous manque des compétences, entourez-vous. Généralement, on a déjà autour de nous des personnes, qui vont peut-être nous aider pour notre site web. Un cousin, un ami, son frère, son conjoint et cetera. Si c'est pas trop dans votre, enfin voilà, dans vos proches et ben, vous pouvez vous entourer encore une fois de personnes comme moi, il y en a d'autres. D'autres créatrices aussi, qui vont, être là pour vous soutenir. C'est hyper important. Et puis le dernier point, prenez soin de vous, et de votre santé à la fois physique et mentale. Donc le sport, c'est pas négociable. Pardon, c'est pas négociable. Il faut forcément, avoir une activité physique, sortir de chez soi. Alors si vous avez déjà une activité salariée où vous vous rendez au bureau et tout ça, vous serez peut-être, moins confronté à ça. Mais le jour où on travaille, seul, de chez soi, heu moi, je me suis dit: «Ah ouais, OK, c'est vrai que m'inscrire dans une salle de sport, c'est une bonne idée. Ça va me permettre quand même de sortir de chez moi. C'est pas mal». Il y a toujours des enfin, je veux dire, ne serait-ce que faire les courses, emmener les enfants à l'école et cetera, tout ça, on a toujours une activité sociale. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à diminuer quand on travaille à son compte. Je vous propose un plan d'action, qui est,
volontairement assez simple parce que je pense que là, vous en avez déjà plein la tête. Mais globalement, c'est aussi pour faire un petit peu le point sur des éléments très factuels. Déjà la motivation. Est-ce que là, vous vous sentez abattu? Vous dites: «OK, il y a plein de choses à faire, ça va être dense, mais ça va être, enthousiasmant». Donc la motivation, votre nom de marque. Généralement, c'est un peu quitte ou double. Soit on hésite pendant 1000 ans, on trouve rien et cetera, soit on a tout de suite un nom. Il faut quand même vérifier que ce nom est le bon. On peut, depuis tout le temps s'être dit: «Ah ouais, moi, si j'ai une entreprise, une marque, tout ça sera ce nom-là». Il faut quand même vérifier que déjà, évidemment, que ce nom soit pas déjà pris. Pareil, j'ai plein de contenus sur le sujet, sur Copilot, qui correspond à notre cible et qui soit pas aussi quelque chose de trop vu. Par exemple, l'atelier de avec un prénom, je suis désolée, mais c'est vu, revu et re-revu et maintenant, il va falloir penser à autre chose. Il y a 10 ans, et puis vous le voyez dans les créatrices autour de vous, il y en a plein, qui vont s'appeler l'atelier de trucs et bah, c'est pas «gênant» entre guillemets parce qu'elles ont déjà lancé leur activité il y a quelque temps. Aujourd'hui, on peut pas se dire: «C'est bon, je vais m'appeler l'atelier, d'Émilie» par exemple. Bah non, atelier Émilie par exemple, bah, c'est déjà pris. Donc il va falloir réfléchir à d'autres choses et je sais à quel point c'est compliqué. Sur l'immatriculation de l'entreprise et ben ça, on en a parlé, donc quelles sont les étapes? C'est pareil, découpez un petit peu les choses, écrivez voilà, au départ, je vais commencer par mentionner son statut. Après je vais, créer un compte, France Connect Plus par exemple. Ensuite je vais démarrer la formalité, aller regarder les documents qui sont nécessaires, les réunir, et la formalité vous sur le site de l'INPI, vous pouvez l'enregistrer au fur et à mesure. Donc vous êtes pas obligé de tout faire en une seule fois. Le site web ou le blog, voilà, si vous dites: aujourd'hui moi, je suis pas prête à avoir un site web avec une boutique en ligne et tout ça», démarrez par un blog, démarrez par quelque chose, réservez de votre propre nom de domaine, donc par exemple sur, Yonos, OVH, O2Switch et compagnie. Allez regarder pour enregistrer votre nom de domaine et vous créez une adresse email pro. Par exemple, moi, mélanie@podcastfemin.fr. Une adresse Gmail, une adresse tout ça, c'est très bien pour démarrer, mais assez vite, en fait, il y a un côté pas très pro et moi des entrepreneurs, qui ont toujours, au bout de 5 ans, une adresse, Hotmail ou, Gmail, je me dis: «Bah, flûte, ça enfin, il y a un côté pas très pro, quoi. Je suis désolée, c'est comme ça». Le compte Instagram, évidemment, c'est pareil, il faut démarrer par quelque part donc pas de pression. On démarre, on publie. Au départ, on va plutôt privilégier la quantité que la qualité. Alors évidemment, on va faire les choses correctement dès le départ, mais c'est aussi là, il y a une question de quantité qui est importante. Et puis basiquement aussi, est-ce que en termes d'emballage, d'expédition, de matériel d'expédition, est-ce que je suis, prête pour, bah, voilà, j'ai une commande demain matin, ah bah mince, j'ai pas de timbre. Alors les timbres, ça peut se commander en ligne, ça peut, vite s'acheter, ça c'est facile. Bon le site de la Poste est pas le plus évident. Il y a Mondial Relais, ça fonctionne un peu mieux, mais il y a toujours des challenges aussi à ces niveaux-là. Voilà. Je vous ai dit plein de choses. Vous avez peut-être pris des notes et cetera. Sachez que vous avez donc, sur Copilot, là où vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez le PDF de cette présentation, qui est disponible. Vous avez aussi d'autres contenus, bonus, que je vous invite à faire. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Je suis dispo et j'y réponds généralement dans la foulée, sauf en période de très grosse activité, mais voilà, ça ne dépasse pas 48 heures mes temps de réponse. Vous avez aussi sur Copilot, dans les différents modules, en tout il y a 22 heures. Aujourd'hui, en septembre 2025, il y a 22 heures de contenu et j'en ajoute très régulièrement. Et il y a aussi 2 heures de contenu gratuit, et c'est pas, les contenus les plus pourris que je vous ai proposés gratuitement parce qu'évidemment j'ai envie que vous veniez dans Copilot, donc je vous ai mis déjà plein de trucs, très intéressants, à écouter. Il y a beaucoup de contenus audio et quand c'est pertinent, c'est des contenus vidéo. Il y a aussi, des outils, donc des templates, des quiz, des petites récrés pour rigoler ou pour partager des choses que j'aime bien, une petite musique sympa et cetera. Enfin voilà, il y a plein de choses, donc des checklists, tout ça.
et j'ai aussi, mon livre à vous proposer qui est un livre qui s'appelle «Mon entreprise créative», où il y a 200 pages, sur, bah, globalement tout ça, tout le lancement de son entreprise créative et le développement de son entreprise. Donc là, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sur Copilot. L'URL donc c'est copilot.teacheasy.fr qui est ma plateforme de formation, qui est mon petit cocon pour les entrepreneurs, et les entrepreneuses créatives. Voilà. Moi, je suis à votre écoute, vraiment n'hésitez pas à me poser vos questions. Heu, soit je vous réponds dans tous les cas, je vous réponds et en plus, ça me permet aussi, de, bah, préparer des contenus supplémentaires en fonction des questions que vous me posez. Vous pouvez me joindre donc sur Copilot directement. Vous pouvez poser votre question dans les commentaires ou dans les zones prévues à cet effet, dans la partie communauté également. Et puis, vous avez aussi mon adresse email mélanie@podcastfemin.fr pour m'écrire. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis encore une fois, je suis à votre écoute.